Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. En ce dimanche 8 février 2026, vous retrouvez On en parle à Taïwan ainsi que nos 2 émissions musicales hebdomadaires. Si vous nous écoutez sur Internet, Partitions orientales et Sous des cieux amplifiés. Bonne écoute. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, Florian Tai et Sasa. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de 3 sujets, je pense, très différents. Quoique, non, parce que j'ai l'impression que Florian et moi, on est assez proches. Oui. Alors, je vais vous laisser présenter vos sujets peut-être. Alors Vas-y. moi, je vais parler des véhicules très légers qui sont entre trottinettes, scooters, fauteuils roulants et voiturettes, et des réglementations autour de ces véhicules-là. Alors, on reste avec moi sur le sujet de la circulation, parce que je vais vous parler de 2 articles, l'un à propos des piétons et l'autre les folles expériences de conduite à Taïwan. D'accord, et moi je vais aller alors sur un tout autre sujet. On va parler, faire un petit résumé du Taipei Game Show. J'ai pas eu le temps de le présenter autrement, donc j'en profite d'On en parle à Taïwan pour en parler un petit peu. Et je vais me concentrer surtout sur la partie jeux indépendants, qui est une énorme partie du Taipei Game Show. Et bien sûr des Indie Game Awards, le grand concours des jeux indépendants de l'événement. Ok, on commence peut-être par toi, Florian. J'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. D'accord. Donc, mercredi, cette semaine, le ministère des Transports et Communications de Taïwan a annoncé prévoir d'autoriser une nouvelle catégorie de scooters à 3 roues dotés d'une cabine entièrement fermée et d'un système de direction à volant sur les routes, en exigeant donc des conducteurs qu'ils soient titulaires au minimum d'un permis de conduire pour véhicules légers. Donc c'est une modification de la loi qu'il y a parce que c'est un nouveau type de véhicule en fait qu'on a pour l'instant très peu vu sur les routes, mais ça permettrait donc d'avoir ces véhicules très petits, parfois pour 1 ou 2 personnes, mais qui ont une cabine tout à fait fermée, donc presque comme une petite voiturette, mais à 3 roues, donc plutôt étroit comme un scooter et demi. Et donc, ces véhicules auraient des plaques d'immatriculation pour scooter et auraient des droits de circulation équivalents à ceux des véhicules légers, mais donc quand même interdits sur les autoroutes, les voies rapides et voies express. Et cette proposition pourrait entrer en vigueur dès le second semestre 2026, après une période de consultation publique de 2 mois et le passage des procédures législatives, donc à voir encore comment ça évolue. Mais le projet d'amendement a été publié, et donc il autoriserait ce type de véhicule à circuler sur les routes. Et est-ce que c'est parce que il y a certaines compagnies taïwanaises ou autres qui ont envie de vendre ces véhicules à Taïwan mais qui ne peuvent pas à cause de la loi, ou alors est-ce que cette loi, tu penses, va permettre justement à des compagnies de développer ces véhicules ? Je ne sais pas si ça existe déjà. Pas trop. Je pense que ils ont dit en tout cas se référer à des lois qui utilisent en Europe, qui existent en Europe et au Japon, et donc ils adopteraient un modèle assez proche des lois japonaises pour les demandes de qualification des conducteurs, notamment de permis. D'accord. Donc en entendant ça, on peut se dire que ça peut être aussi un lobby d'une société japonaise. C'est possible. C'est possible que ça ait Mais on reste dans le conditionnel. Oui, mais en tout cas à Taïwan, ce qui me fait, ce que j'aime bien en termes de véhicules 3 roues, c'est les petits scooters bidouillés des personnes âgées en fait qui peuvent pas forcément se déplacer, ils n'ont pas de toit souvent, mais c'est pas mal en fait, c'est très pratique pour ces personnes âgées. J'allais y venir. Donc ces nouveaux scooters à cabine fermée justement seraient soumis à une nouvelle réglementation, donc des immatriculations, des inspections périodiques comme les véhicules légers aussi, y compris les contrôles de film isolant thermique des vitres. Et les conducteurs devraient porter aussi une ceinture de sécurité et pourraient se garer soit sur les places de stationnement réservées aux véhicules légers, soit sur celles réservées aux scooters. Et si les personnes
si les conducteurs ont seulement un permis scooter, ils pourraient avoir une amende entre 6 000 et 12 000 $ taïwanais, donc 160 à 320 €. Et s'ils n'ont aucun permis du tout, les sanctions pourraient aller de 6 000 à 36 000 $ taïwanais, donc 160 à 965 € environ. Et ça fait suite aussi un petit peu aux problèmes qui sont rencontrés justement avec ce que tu disais, ça, les sortes de petites voiturettes électriques qui ressemblent, enfin qui sont à mi-chemin entre le fauteuil roulant, la trottinette et le scooter, qui ont souvent parfois 3 ou 4 roues, un guidon et un siège assis, et parfois un petit toit en toile qui protège de la pluie ou du soleil, mais qui reste très ouvert sur les côtés. Et donc en fait, le problème avec ces véhicules très légers qui répondent surtout aux besoins de transport des personnes handicapées ou qui ont du mal à se déplacer sur des longues distances, des personnes âgées, c'est que c'est classé comme outil d'aide à la marche, et donc c'est autorisé seulement sur les trottoirs et sous les arcades, mais pas sur la route. Ah, on en voit quand même beaucoup sur la route. Hein. Et ça, c'est justement le problème. Il faut dire que les trottoirs sont souvent impraticables à Taïwan, et je vais en parler justement. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça, même si c'est considéré comme un dispositif auxiliaire à la marche pour les piétons, et donc ça doit respecter la réglementation générale des piétons, le fait est que, soit par inadvertance, par méconnaissance des lois, soit par un aménagement des trottoirs qui n'est pas suffisant, ça arrive assez fréquemment d'en voir sur les routes. Et puis, quand c'est à la campagne, parfois, il n'y a juste pas de trottoir aussi. Donc, dans les petits villages, on voit aussi beaucoup de gens qui sont avec ça sur la route parce qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait. Oui. Sachant que ces modèles-là sont quand même avec des limitations de vitesse pas du tout les mêmes que celles des scooters avec cabine. Oui. Je pense que c'est plus une question de sécurité, parce que justement, si on va très lentement sur une route et qu'on est dans le même flot que les scooters ou les voitures, c'est dangereux aussi, en fait. Oui. Là, c'est 15 km/h, 20 km/h, hein, ces véhicules-là. Voilà. Et donc, Zhang Xueheng, le président de l'Alliance pour la surveillance des droits humains des personnes handicapées, avait remarqué que c'est courant de trouver des trottoirs accessibles à une extrémité, mais bloqués par des obstacles à l'autre extrémité. Et donc, les utilisateurs de ces petites voiturettes doivent faire demi-tour sur le trottoir, qui est déjà très étroit de base parfois, et donc revenir au point de départ. Et dans beaucoup de zones en ville aussi qui sont plus fréquentées, il y a parfois beaucoup de vélos ou scooters qui sont soit conduits sur les trottoirs, soit parfois sous les arcades, même si c'est illégal, soit garés et qui bloquent le chemin. Et donc, il y a beaucoup d'obstacles, en fait, qui font aussi, même ça peut être parfois des poteaux de feu de signalisation, des boîtiers de transformateurs électriques, des arrêts de bus qui font que c'est très difficile, en fait, de se déplacer uniquement sur les trottoirs avec quelque chose qui a 3 ou 4 roues. Et donc, il y a besoin aussi de, à la fois, revoir la législation. Donc, ce serait ça qui aiderait aussi un petit peu avec ce nouveau type de véhicule qui serait bientôt autorisé. Et puis, d'améliorer la conception globale du trafic et des trottoirs. Et donc, pour ça, je passe le micro à Sasa qui va continuer sur ce sujet. Alors, peut-être que Sasa va en parler. J'aimerais rajouter quand même qu'il y a une conception qui est très différente du trottoir à Taïwan par rapport à la France. C'est que les trottoirs, la construction du trottoir est la responsabilité du constructeur du bâtiment. Donc chaque bâtiment a un peu sa façon de faire et ses hauteurs, etc. Donc, ce qui explique beaucoup de choses. Notamment. J'aime bien rajouter ça parce que c'est vraiment un truc en poussette. C'est avec la poussette vraiment que je m'en suis rendu compte tellement c'est un problème, parce que d'un bâtiment à l'autre, on a des fois c'est des marches, des fois c'est des petites pentes. Des fois c'est un trou même. Moi, je me souviens quand il y a un espace entre deux bâtiments et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi, c'est un trou. Voilà. Donc, parce qu'il relève toujours un petit peu entre guillemets le pas du bâtiment. Moi, c'était à Tainan que je m'en étais rendu compte, parce que ne serait-ce que de marcher de la gare jusqu'à l'hôtel, en fait, avec une valise,
en fait, il vaut mieux marcher sur la route que sur le trottoir parce que ça monte et ça descend. Ça monte, ça descend. Il y a des motos, puis parfois c'est bloqué parce que le commerçant il veut pas ouvrir son arcade. Enfin bon, bref, c'est waouh. Sachant que sur cette partie-là, en plus, il y a une histoire de feng shui sur la hauteur. Ce qui rend les choses encore plus compliquées. Voilà, Alors, donc les trottoirs, c'est vraiment très très complexe en tout cas. Oui. Eh ben, on va voir ça justement avec le premier article du magazine taïwanais Tianxia ou Commonwealth qui s'intitule « Créer un Taipei piéton quand les gens sont le plus grand obstacle ». Ça annonce direct la couleur. En fait, ça parle du conseiller municipal de Taipei, Vincent Zhao, qui est une figure montante au sein du Parti démocrate progressiste et qui est donc qui a occupé plusieurs postes, notamment au bureau de représentation de Taïwan aux États-Unis. Mais depuis 2022, il est donc conseiller municipal à la mairie de Taipei. Et il pense que pour que la ville soit véritablement agréable à vivre, il faudrait que les habitants aient pas de problème en fait, quand ils veulent se déplacer à pied. En fait, tout simplement, ça devrait être normal. Et ça nécessite donc souvent d'élargir les trottoirs. Et il a constaté que finalement, le principal obstacle pour cela n'était pas d'ordre technique, mais humain. Donc on va se plonger dans un cas concret, la rue Shida. Donc, qui traverse un quartier résidentiel à forte concentration d'étudiants, qui est aussi très prisé par les piétons parce qu'il y a plein de restaurants, il y a un marché de nuit près de là, etc. Pourtant, pendant longtemps, cette rue a été un enfer pour les piétons parce que les trottoirs étaient très étroits, sans compter les scooters garés illégalement, qu'il fallait contourner sans empiéter sur la chaussée. Enfin bon, bref. C'était un peu le slalom entre les scooters. Donc ça, c'était déjà pour les piétons. Donc imaginez pour les fauteuils roulants et les gens avec poussettes, ça devait être un petit peu comme à Tainan, quoi, j'imagine. Donc bien sûr, il y a quand même à Taipei des endroits où les trottoirs font 3 mètres de large. Donc là, il n'y a pas de problème pour les fauteuils roulants, les poussettes, etc. Mais alors, ce genre de trottoir souvent est utilisé par les vélos également. Ce qui parfois crée des petits soucis pour les piétons. Oui, alors quand c'est à Taipei, pour les trottoirs larges, en général, on a le droit d'être à vélo sur la partie trottoir, mais pas sous les arcades. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à certains endroits, il y a une piste cyclable tracée au sol sur les trottoirs, mais pas toujours. Pas toujours. Enfin, bon, bref. Et puis parfois, elle s'interrompt, elle disparaît, il y a un arrêt de bus, et puis elle reprend 10 mètres plus loin, et donc on ne sait pas ce qu'il faut faire quand on est sur le vélo à ce moment-là. C'est une autre question. Ouais. Alors, selon l'agence de gestion du territoire, citée par le magazine, la modernisation complète de toutes les infrastructures piétonnes à Taïwan pourrait prendre jusqu'à 100 ans. Tellement il y en a à faire. Donc rien qu'à Taipei, la transformation de cette rue à Shida a pris 2 ans et demi. Donc Vincent Zhao, qui était à l'initiative de ce projet, ne s'y attendait pas du tout quand il a commencé à se pencher sur cette question. Donc pour résumer, la rue Shida mesure 15 mètres de large, ce qui est vraiment grand parce que normalement 8 mètres suffisent pour une voie de circulation à double sens. Donc il a proposé de réaménager la voirie, c'est-à-dire rétrécir la chaussée pour aménager des trottoirs plus larges et aussi ajouter des espaces de stationnement légaux. Alors, l'idée a immédiatement suscité des inquiétudes de toutes parts. Les camions de pompiers pourront-ils encore circuler ? Les camions de livraison, comment vont-ils faire pour décharger leurs marchandises ? Où les scooters pourront-ils se garer ? Bref, chaque différent groupe d'utilisateurs concernés était plutôt vent debout contre ce projet. Et rien que la communication au préalable avant les travaux a pris 1 an et demi, avec plus de 100 réunions de coordination, séances d'information qui ont été organisées. Vincent Zhao a dû aller voir 20 fois le chef d'arrondissement pour discuter des détails, etc. Et notamment des places de stationnement. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour dire qu'effectivement, à Taipei, les nombreuses altercations que j'ai vues des voisins, c'est toujours à propos des places de stationnement, quoi. C'est vraiment un truc hyper sensible à Taipei. Bref, au fil des discussions, Vincent Zhao a constaté que ce qui manquait le plus aux gens, c'était de pouvoir se représenter concrètement à quoi allait ressembler la rue
une fois que ces travaux auraient été faits. Et il a comparé un petit peu ça à la vente d'un appartement, comme si on essayait de vendre un appartement en se basant uniquement sur des chiffres ou la superficie, mais sans fournir de plans ou de photos. Donc pour sortir de l'impasse, entre guillemets, il a financé par lui-même une simulation 3D qui montrait comment les bus, les camions de pompiers, les piétons, etc. se déplaceraient après les travaux. Et il a organisé ensuite 4 réunions d'information supplémentaires, donc lors desquelles il a pu montrer cette simulation 3D aux habitants, aux commerçants, aux étudiants, etc. Et finalement, en faisant ça, l'opposition, surtout des ardents défenseurs des voitures, a vraiment diminué. Et les discussions se sont orientées vers les détails plus pratiques, tels que l'emplacement des parkings, des passages piétons, etc., plutôt que rejeter catégoriquement le projet. Donc finalement, le projet a pu être mené à bien et achevé en mai 2025. Les trottoirs sont passés de 1,3 m à 3,3 m de large. Et le nombre de places de stationnement pour scooters est passé de 12 à 73. Enfin, je veux dire les places légales. Il y a aussi eu des emplacements supplémentaires pour les voitures, pour le déchargement des marchandises. Bref, en tout cas, ça a permis de diminuer le stationnement illégal, puisque maintenant, il y a plus de places légales. Et cette aventure, entre guillemets, a permis de montrer que pour rendre la ville plus favorable aux piétons, le principal obstacle, c'était surtout l'opposition des personnes, en fait, et pas forcément des questions techniques. Ça a montré aussi que consulter les riverains, la population, les différents groupes d'utilisateurs impliqués dans le projet, ça prend du temps, mais ça porte ses fruits. Alors, le deuxième article de Tianxia dont je voulais vous parler s'intitule... Enfin, c'est une tribune d'un étranger qui vit à Taïwan, qui s'appelle Jonathan Groper, et qui s'intitule « Folles expériences de conduite à Taïwan et comment y remédier ». Titre évocateur, en tout cas. Oui, alors en fait... il a écrit cet article parce qu'il a été frappé par le contraste, d'une part, entre le métro de Taïwan, où les gens se comportent très bien, sont très disciplinés, sympathiques, et le comportement des Taïwanais, une fois qu'ils sont au volant, on dirait que c'est des personnalités complètement différentes, parce que souvent, bon, pas toujours quand même, mais souvent ils manquent de civisme, ils ont une conduite agressive ou imprudente. Alors, il a du coup consulté les stats des accidents de la route. Et est-ce que vous savez combien il y a de morts par jour à Taïwan jour Ouais, pour les accidents de la route, et de blessés par an? Par jour, ça doit être aux alentours de... Une dizaine, peut-être? Et toi, tu dirais? Ah non, c'est plus que ça. Eh ben, c'est autour d'une dizaine, Ah effectivement. Ce qui est déjà beaucoup. Et les blessés par an, c'est environ 500 000. Donc c'est quand même, ça représente quand même beaucoup de monde, quoi, pour une île de 23 millions d'habitants. À titre de comparaison, au Japon, qui a quand même une population 3 fois supérieure, il y a 7 décès en moyenne sur les routes par jour, d'après le Japan Times. Et donc, d'après ce que Jonathan a observé, donc il cite les différentes catégories. Les chauffeurs de bus donnent l'impression qu'ils croient que la priorité est donnée aux véhicules les plus gros, c'est-à-dire à eux. Et là, j'ajouterais que parfois, c'est un peu dangereux, même pour les personnes qui prennent le bus à l'intérieur du bus, parce que comme ils freinent un peu à la dernière minute, de manière très très brusque, j'ai déjà vu aussi quelques vols planés dans les bus à Taïwan, enfin à Taipei en particulier. Quant aux voitures, il dit que plus elles sont luxueuses, plus les conducteurs ont des conduites dangereuses. Alors je sais pas vous, mais c'est ce que j'ai constaté également. Il y a même une marque spécifique pour moi. Mais, ah ouais. Je vais taire le nom, mais... Et donc il disait sur autoroute, il arrive que des conducteurs mécontents fassent des queues de poisson, tandis que d'autres ne respectent pas les distances de sécurité, ou d'autres encore roulent très lentement, carrément parfois en regardant un feuilleton sur une petite télé qu'ils ont parfois dans la voiture. Il a vu aussi la police qui parfois ne verbalisait pas les conducteurs qui avaient un comportement dangereux qui passait juste à côté. Donc c'est quand même un signal qu'il n'y a aucune conséquence à enfreindre la loi. Oui, après, c'est dans tous les pays. Si la police, c'est pas de la police routière, ils vont pas s'en occuper. Ah, peut-être, effectivement.
Quant aux scooters, voilà, ils ont aussi des comportements assez dangereux. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste pour dire par rapport au Cambodge, par exemple, où j'ai vécu, ils ont quand même des comportements beaucoup, beaucoup moins dangereux, mais ils roulent beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est vrai que... Je l'ai constaté aussi avec le Vietnam. Au Vietnam, ils roulent quand même beaucoup plus doucement, même s'ils sont moins forceurs sur les prises de passage, quoi. Mm-hmm. Et donc, lui, il constate aussi que c'est aussi assez difficile pour les piétons à Taïwan, mais on constate quand même qu'il y a eu des amendes de plus en plus lourdes mises en place par le gouvernement ces derniers mois et que ça s'améliore un peu. Je ne sais pas si vous trouvez ça aussi... En tant que scooter, je peux confirmer qu'on se prend beaucoup d'amendes. Et en tant que piétonne En tant que piétonne, je ne me suis pas prise d'amende. Je me sens pas toujours très en sécurité. Ça, c'est vrai aussi, oui, parce que, en fait, ce qui est le plus dangereux, c'est quand on a un feu vert, qu'on pense qu'on est en sécurité sur le passage piéton, et qu'il y a des voitures qui tournent, qui vont vite, qui essaient de nous passer devant, ou qui ne nous voient pas, et qui passent très proches. Ou... Tout à fait. En tout cas, oui. Ouais, j'allais complémenter par rapport à la vue du conducteur à Taïwan. En fait, quand il tourne, il ne regarde que la route, il ne regarde pas le passage piéton derrière, il n'analyse pas les deux, ils veulent gagner du terrain, alors qu'ils se mettent à entraver la route s'il y a un piéton derrière et qu'ils doivent s'arrêter. Et il n'y a pas cette analyse de faire le passage direct et d'être vraiment que tout soit dégagé quand ils veulent faire leur passage. Donc en fait, ce qu'ils regardent, c'est que la route, après c'est le passage piéton et après c'est l'autre chose, si c'est une piste cyclable ou autre. Et c'est chaque véhicule est analysé un à un. D'accord. Donc c'est là où moi je trouve ça vraiment... Alors que ça devrait être l'inverse en fait. Ouais. C'est vraiment, pour moi, ça reste quand même énormément pour les véhicules un manque d'éducation. Mais justement, je ne vais pas entrer dans les détails sur ces recommandations, mais ce qu'il disait aussi, c'est qu'on ne peut pas forcément très très rapidement faire des infrastructures nombreuses comme les trottoirs, etc. Donc l'essentiel, c'est quand même l'éducation et faire changer les comportements. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'une politique qui a eu ces dernières années qui a quand même assez bien marché, c'est quand il y a un croisement avec un feu rouge, de laisser les piétons commencer à marcher quelques secondes avant les voitures qui vont dans la même direction, avec potentiellement donc les voitures ou scooters qui tournent. Et comme ça, les piétons sont déjà engagés et les scooters et les voitures n'essayent pas ou moins de forcer le passage avant les piétons. Ouais, c'est-à-dire que comme tu disais Valentin, quand ils regardent le passage piéton, ils voient déjà les piétons dessus, alors qu'avant, les piétons partaient en même temps que les voitures, donc ils sont moins rapides. Ils sont en train de s'engager dessus, c'est pour ça qu'on les voit peut-être moins. Mais... Ok. Donc je pense que ça, c'est une politique qui a permis quand même d'améliorer un peu la sécurité des piétons au niveau des intersections en ville. Ouais. Ben voilà, on ferme la rubrique circulation pour passer la parole à Valentin sur le Taipei Game Show. Alors, des piétons, il y en a eu au Taipei Game Show. Il y en a eu beaucoup, puisque donc le Taipei Game Show, c'est le salon du jeu vidéo de Taïwan, avec énormément de prestataires, mais aussi énormément de visiteurs. Il est calculé qu'il y a plus de visiteurs au Taipei Game Show qu'au Tokyo Game Show, qui est une des références en Asie. Et donc il y a certaines raisons pour cela. En gros, cette année, il y a eu 515 équipes qui venaient de 51 pays différents qui ont participé à l'événement. Ça fait quand même énormément. En tant que participants exposants, je parle bien sûr seulement des participants exposants, ça fait déjà beaucoup de monde. Et c'est quand même aussi une bonne performance parce que l'événement n'existe que depuis 12 ans. Alors une des réussites de ce rendez-vous attendu du jeu vidéo est sa zone dédiée aux jeux indépendants, et c'est cette partie à laquelle on va s'attarder aujourd'hui, qui s'appelle donc dans l'événement l'Indie Games, la zone Indie Games. Indépendant, c'est ça ? Voilà, les jeux indépendants, et dont l'apothéose a été la cérémonie de remise des prix du Indie Games Awards, qui est bien sûr le concours des jeux indépendants. Alors, il y a eu un jury prestigieux qui a présidé ce concours, comprenant notamment Shuhei Yoshida de Yosp Incorporated. Alors, peut-être que les gens dans le monde du jeu vidéo qui ne sont pas dans le monde du jeu vidéo vont pas connaître. Daniel Robson, qui est producteur exécutif chez IGN Japan, et Taeyeon Kim, qui est rédactrice en chef du média coréen Inven, qui est un média très influent dans le monde du jeu vidéo en Corée du Sud, ainsi que Lee Chun-hee, professeur assistant à l'Université nationale des arts de Taïwan.
Donc c'est au total 7 équipes qui ont été primées, venues du monde entier et qui ont partagé ce moment de reconnaissance sous les applaudissements des finalistes et des exposants. Alors à l'image du Taipei Game Show, ce concours est un des plus gros concours d'Asie en termes de jeux vidéo indépendants. Et le grand gagnant de l'année est un studio japonais qui s'appelle Terry Hand Studio, avec son jeu qui s'appelle Ori Kotoba et qui remporte à la fois le grand prix du meilleur jeu et le prix de la meilleure création sonore. Donc il y a partie ambiance musicale et ambiance sonore, et ça, c'est ce prix-là. Porté donc par un scénario profondément émouvant et une musique parfaitement intégrée à l'expérience de jeu, ce jeu a donc bouleversé le jury. Les juges ont notamment salué un gameplay finement conçu qui permet une immersion totale dans le récit. Plusieurs membres du jury ont même confié avoir joué jusqu'aux larmes. Et c'est une œuvre marquante dont l'histoire continue de résonner longtemps après avoir reposé sa manette. Est-ce que tu as vu ou tu as eu l'occasion de... Alors, j'ai pas eu le temps d'aller au Taipei Game Show cette année. J'y vais en général chaque année, mais cette année, j'ai pas pu y aller. En général, je reste assez longtemps dans la partie jeux indie et des Indie Awards pour voir un peu comment les jeux se jouent, mais cette fois-ci, donc j'ai pas eu l'occasion de faire l'expérience. Et en général, chaque année, les jeux sont très beaux, en effet. Et des fois, ce sont des projets de jeux, ce sont pas des jeux finis. Donc voilà, c'est juste un projet qui est présenté. C'est pas forcément dit que le jeu soit finalisé un jour. Et il y a un jeu moi que j'attends toujours depuis 3 ans, depuis qu'il existe. C'est Moza 6 par exemple, qui est un jeu présenté par des étudiants taïwanais et qui n'a jamais été terminé. Et je suis très déçu parce que la beauté du jeu était incroyable, était inspirée de grands, maintenant devenus des jeux références dans les jeux récits. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc je vais parler un petit peu des autres deux prix, celui de la meilleure direction artistique qui a été créé par un studio taïwanais qui s'appelle Pickup Games et dont le nom traduit s'apparenterait à Haruta, l'aventure boulangère d'un renard. Voilà, alors c'est original. Ce jeu mêle action, aventure et gestion. La gestion, comme je sais pas si vous avez déjà joué aux jeux de gestion. Les jeux de gestion, c'est en général, vous avez l'un de ceux qui a marqué le plus, c'est Supermarket Simulator. C'est des jeux de simulation de gestion d'une entreprise, que ce soit un supermarché. Ce serait un cauchemar pour moi, je déteste quelque chose ça. Style les fermes ou tout ça aussi. Un restaurant, voilà, les fermes, voilà, etc. Je sais plus comment s'appelle le plus grand jeu de restaurant, Overcook ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est ce genre de jeu, mais c'est fait par un renard et il y a un esthétique donc très lié au style japonais avec un peu le style kiku mignon et ces personnages sont très attachants mais cela n'empêche pas que l'expérience est chaleureuse et réconfortante avec la vraie problématique de la gestion et de l'accélération des commandes et de ce genre de choses. Dans ce petit boulange renardesque. Voilà. Par ailleurs, donc, il y a le meilleur jeu étudiant, Smelly Frog, qui est aussi taïwanais. En général, ce sont les Taïwanais à ce concours qui remportent les jeux étudiants. Après, cela peut s'expliquer par le fait que les étudiants n'ont pas forcément les moyens de venir à Taïwan venant de l'étranger. Les joueurs incarnent une petite grenouille en pixel art et dans un jeu, donc pixel art façon pixel, et dans un jeu de plateforme 2D empreint de magie, avec ses graphismes rétro, sa musique électronique nostalgique et ses nombreux détails humoristiques. Le jeu invite à l'exploration et à la curiosité, et je peux rajouter que on a vraiment l'impression que c'est un Mario mais avec une grenouille. Voilà. Ensuite, le meilleur scénario revient à un studio allemand qui s'appelle Blue Backpack et qui s'appelle The Berlin Apartment. C'est un jeu narratif original où l'histoire se dévoile à travers des objets épars retrouvés dans un vieil appartement berlinois et chaque fragment raconte une histoire différente, mais ensemble ils reconstituent le portrait d'une époque révolue pleine de souvenirs et de silence. Donc là c'est très narratif, c'est très immersif dans le passé, dans une histoire et l'écriture est très intéressante. Enfin, j'ai encore 2 catégories à vous présenter. C'est celle de la meilleure innovation avec Beeswax Games qui vient de Belgique avec le jeu No Players Online. Et ce jeu recrée l'interface des anciens ordinateurs et plonge le joueur dans une enquête étrange à l'intérieur d'un jeu de tir apparemment banal. Donc les jeux de tir, on peut penser à tout ce qui est Doom, enfin pour les plus anciens, tous les jeux où on doit
faire des tirs de réflexe. Derrière cette façade minimaliste se cache un récit inquiétant et le jury a salué une atmosphère oppressante où même le calme devient quelque chose d'angoissant. Enfin, le meilleur jeu mobile a été accordé à un studio coréen qui s'appelle Concode et qui a développé le jeu Grey Tale, et c'est un jeu narratif élégant où les joueurs explorent une île mystérieuse aux côtés d'un détective affrontant des créatures mutantes tout en recherchant une mère disparue. Le scénario fluide et l'identité visuelle raffinée en font un titre prometteur sur mobile si jamais le jeu sort. Comme je vous le dis, ce sont des jeux indépendants et pour le Indie Games Awards, ce ne sont pas forcément des jeux finis. Alors ce qu'on peut dire plus largement du Taipei Game Show, c'est que ça a été un très grand succès, encore meilleur que les années précédentes, et qu'il y a eu plus de 400 000 visiteurs qui ont visité le show sur 4 jours. Tout en sachant que cette année, il y a eu beaucoup plus d'animations organisées que les années précédentes, et c'est une tendance pour les années à suivre qui va augmenter à mon avis. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ça fait un peu rêver, toutes ces histoires un peu bizarres. Mais... c'est souvent ça le jeu indépendant. Ouais. Et merci pour ces partages. C'était donc Floriane, Valentin et Sasa pour On en parle à Taïwan. À la semaine prochaine.